Camille et Dorian se sont proposés pour aider Chloé à trier ses perles. Avant de partir à la chambre de commerce, Chloé s'assure que les deux adolescents ont compris les consignes et elle met Céleste assise par terre sur son tapis de jeu. Mais une fois Chloé est partie, Camille, qui est ravie d'avoir la maison pour eux, commence à embrasser Dorian. Plaqué contre la table, il fait malencontreusement tomber les cartons et les perles se répartissent sur le sol. Et Céleste en récupère. En ramassant les perles, Dorian remarque que la petite fille en a une dans sa main, et Camille s'aperçoit paniquée qu'elle en a une dans le nez. Dorian a le bon réflexe en décidant d'emmener la petite à l'hôpital. Et les deux adolescents prennent le bus. Marianne a pris en charge la petite Céleste. Le DR Delcourt lui retire la perle du nez pour le plus grand soulagement de sa mère qui arrive à point nommé. Chloé demande des explications aux deux adolescents. Dorian lui avoue qu'il a été maladroit, mais Camille affirme à sa belle-mère que c'est de leur faute à tous les deux, et qu'ils ont fait tomber les cartons qui étaient sur la table. Les deux adolescents s'en veulent terriblement. Mais Marianne fait la morale à sa fille pour avoir chez elle des cartons de perles avec un enfant en bas âge. Et elle se remémore une mésaventure qui est arrivée à Chloé lorsqu'elle était âgée de 3 ans. Marianne raconte à Camille et Dorian que sa fille avait avalé à l'époque un petit grelot d'un collier de chien. Le DR Delcourt souligne aux deux adolescents qu'ils ont très bien réagi et Chloé les remercie d'avoir emmené Céleste tout de suite à l'hôpital. Dorian lui avoue qu'ils ont eu très peur. Xavier se montre fier de sa fille, mais Camille explique à son père que l'idée d'emmener Céleste à l'hôpital venait de Dorian. Et l'adolescente souligne un brin amusé à son père que son petit ami ne se débrouille pas si mal pour un petit délinquant déscolarisé. Chloé se sent finalement responsable de ce qui est arrivé. Et elle ne veut pas prendre le risque qu'une telle mésaventure se reproduise. Xavier incite sa compagne à sauter le pas et à monter son propre atelier. Nathan et Charlie démasqués au commissariat, le portrait du président de la République était accroché sur le mur de l'accueil car Martin ne le désirait pas dans son bureau. Mais après l'alarme incendie, Sarah a constaté sa disparition et a interrogé ses collègues. Mais personne ne l'avait déplacé. Il est clair pour la jeune policière que le portrait a été volé pendant l'alerte incendie. D'ailleurs, elle a procédé à des vérifications. Les détecteurs de fumée n'étaient pas défectueux et il n'y avait pas d'exercice de prévu. Grâce aux images de vidéosurveillance, Sarah a identifié les deux petits malins qui se sont amusés à voler le portrait du président. Charlie Molina et un jeune garçon dont elle ignore encore l'identité. La jeune policière est convaincue qu'ils avaient prémédité leur coup et que, pendant qu'elle était occupée à prendre la fausse plainte de Charlie, son complice en a profité pour déclencher l'alarme incendie. Martin est consterné car il connaît Charlie qui n'est autre que l'ex de Jules. Même si pénalement les deux voleurs ne risquent pas grand-chose, Martin et Sarah décident de leur donner une petite leçon pour éviter qu'ils ne partent en vrille. Nathan et Charlie n'emmènent pas large en voyant débarquer Sarah à la paillote. La jeune policière leur fait croire qu'ils travaillent sur la fausse plainte de Charlie. D'ailleurs, elle a même apporté 3 portefeuilles des objets trouvés pour jouer le jeu. Sarah leur indique dans la conversation que des voleurs sont venus les narguer dans le commissariat en volant le portrait du président. Elle leur fait croire qu'un tel vol est caractérisé par 45 000 € d'amende et au moins 3 ans de prison, et que les voleurs vont être rapidement identifiés grâce aux caméras du commissariat. Tout penaud, Charlie et Nathan rapportent plus tard à Sarah au commissariat le portrait du président. Nathan prétend l'avoir emprunté pour se motiver à réussir dans la vie. Et Charlie nie avoir été au courant des intentions de son ami. Cette explication ne convainc pas Sarah. Devant Martin, Charlie n'emmène pas large. Le commandant Constant fait mine d'être occupé et les laisse attendre pendant des lustres sur les chaises devant son bureau. Ensuite, Sarah et Martin confrontent Charlie et Nathan. Ils leur font croire qu'ils vont être présentés devant un juge et que le fait de décrocher ce portrait est considéré comme une atteinte à l'autorité de la République. Ils essaient de leur faire peur en leur indiquant qu'ils risquent la prison ferme, voire d'être fichés. Nathan prétend qu'il voulait juste faire une blague. Charlie, quant à elle, ment effrontément à Martin et prétend avoir perdu pied après que Jules l'ait quitté. Elle promet de ne pas recommencer. Martin accepte de passer l'éponge et les prévient qu'il ne veut plus les voir dans son commissariat. Mais cette mésaventure pousse Charlie à mettre fin à son duo avec Nathan. Elle veut bien qu'ils restent amis, mais elle demande à Nathan de ne plus l'appeler pour ses plans foireux. Aurore découvre l'existence de Cyril. Des mesures sont mises en place pour protéger Manon et Sophia.
Le temps de l'enquête, les deux adolescentes doivent quitter la villa et s'installer dans le bateau de Bénédicte et des siennes. Les deux adolescentes ont préparé les valises, mais Sophia plaide sa cause auprès de son père. Elle aimerait aller chez Samuel pour ne pas être séparée d'Adrien. William rappelle à sa fille qu'un malade les harcèle. Il se montre intraitable et ne laisse pas le choix à sa fille. La mise en scène de la veille dans le jardin de William met Brigitte dans tous ses états. Régis persiste auprès de son épouse. Il devrait quitter Seth pour échapper aux attaques de Cyril. Brigitte aimerait plutôt le retrouver pour le raisonner. Régis tente de l'en dissuader, jugeant que n'est plus le Cyril qu'ils ont connu. À l'hôpital, William a du mal à se concentrer sur un document. Samuel lui conseille de prendre quelques jours de congé, mais William n'a aucune envie de rester bloqué à la maison. Samuel lui apporte son soutien et rappelle à celui qu'il considère son frère qu'il peut compter sur lui. En entendant le mot frère, William a une sensation bizarre comme une hausse de tension. Pendant le déjeuner, Manon confie ses angoisses à Dorian et Sienne. Ce dernier essaie de la rassurer, persuadé qu'une fois que William aura fait la lumière sur son passé, il ira mieux. Il lui assure aussi qu'elles sont en sécurité sur le bateau. Et pour changer les idées à sa cousine, Dorian suggère qu'il fasse un tour en mer. Sienne se montre enthousiaste et il propose de larguer les amarres après le déjeuner. En quête de réponse, William demande à sa mère si elle se souvient qu'il désirait avoir un petit frère quand il était petit. Brigitte fait mine de ne pas s'en souvenir. William parle à cœur ouvert à sa mère dans l'espoir qu'elle ne le laisse pas dans le flou. Mais même si elle sait pertinemment que son fils ne va pas bien en ce moment, Brigitte continue de lui cacher la vérité. Mais l'enquête s'accélère brusquement. Aurore a retrouvé la trace d'un des pompiers qui est intervenu sur l'accident de ses beaux-parents en 1983. Et elle donne rendez-vous à Monsieur Castelnau au Spont. L'ancien pompier se souvient très bien de cette intervention. Il n'a jamais vu un accident avec une telle intensité. L'ancien pompier se remémore les cris terrifiants de Madame Donnier à vous glacer le sang, mais surtout ceux de son fils coincé à l'intérieur de la voiture alors que celle-ci était en proie aux flammes. Aurore est interloquée et elle tombe des nues lorsque Monsieur Castelnau lui explique que les Donnier ont pu sortir tout de suite l'un de leurs deux garçons de la voiture et que lorsqu'ils sont arrivés sur place, il était trop tard. Son frère jumeau avait été brûlé à 80% et il était totalement défiguré. Dans la dernière scène, on voit pour la première fois le visage